Bonjour à tous, Christa Bardot, coordinatrice du district. Bienvenue sur ce meet-up. Nous sommes jeudi matin, le 22 octobre 2020. Il est 10 heures, on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, on va accueillir une autre société qui est accélérée au district, qui s'appelle MEOS. Et son président Thomas Ferrero va vous présenter son activité, le cœur de service de sa société. Nous avons pour habitude tous les jeudis matins de présenter les sociétés qui sont animées au district et les partenaires du district. En cette année, en cette fin d'année 2020, nous avons donc le plaisir d'écouter et d'accueillir sur cette antenne les entreprises qui sont accélérées. Aujourd'hui, on va être avec un acteur qui est expert de la donnée spatiale satellite d'observation et je pense, sans me tromper, Thomas, que c'est de l'optique dont tu vas nous parler, de l'image optique et tout ce qu'on peut en faire pour rendre service aux territoires, les territoires qui s'entendent comme les communautés urbaines, les territoires, des collectivités territoriales. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant cette présentation qui se veut interactive. N'hésitez pas à les écrire ou à lever la main. Hein. C'est un outil qui vous permet de lever la main pour je vous donnerai la parole en direct. Et si vous préférez rester, on va dire, silencieux et poser vos questions par écrit, n'hésitez pas, je me ferai votre porte-voix et je poserai votre question à Thomas pendant la présentation ou à la fin, selon la nature de la question. Voilà, je vais te laisser la parole et la main, Thomas. Je vais te donner la main sur l'outil pour que tu puisses présenter ta présentation. Et puis, on va t'écouter. Donc, merci à toi d'être là et je te dis à tout de suite. En tout cas, je te laisse la main pour à peu près 1 heure. Hein. On a une petite heure devant nous. Généralement, ça va être une demi-heure de présentation, une demi-heure, 3/4 d'heure et puis des questions. Très bon meet-up à tous. Thomas, le micro est à toi. Bonjour à tous. Merci Christa pour l'intro. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc on va passer un petit moment tous ensemble pour vous présenter les activités de MEOS. Donc on va parler de satellites, on va parler d'imagerie satellite, de services, d'applications spatiales, de territoires, de collectivités, etc. Et puis du coup on va parler de MEOS tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, soit à la fin, soit au fur et à mesure, soit directement à Christa, qui n'hésitera pas à les relayer. Alors, un petit peu d'historique, tout d'abord sur MEOS et comment alors je ne me suis pas présenté, je suis Thomas Ferrero, donc je suis le fondateur et le gérant de la société MEOS. On est une société qu'on pourrait considérer de start-up puisqu'on a été créé fin 2018. Et donc, pour en arriver jusque-là, à titre personnel, j'ai un parcours un petit peu, je dirais, atypique, puisque j'ai travaillé en collectivité territoriale pendant une dizaine d'années, où j'ai commencé en 2003 ou 2004, je crois, à commencer à faire de la gestion de cadastres qui commençaient à être numérisés, les premiers systèmes d'information géographiques, l'avènement, on va dire, de tout ça sur Internet. Donc, j'ai travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années dans le public, donc concrètement dans une communauté de communes et dans un département. Donc, j'ai la chance, on va dire, de connaître plutôt très bien cet environnement puisque j'ai travaillé beaucoup avec des élus, des directeurs, des techniciens également. Et puis oui, d'ailleurs, j'ai basculé côté privé. J'ai travaillé dans une société qui faisait des logiciels justement de SIG. Donc, on gérait effectivement du cadastre, des documents d'urbanisme, mais aussi des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, tout ce qui était, on va dire, géoréférençable et qu'on pouvait localiser sur une carte. Donc, on a eu un peu, et évidemment, nos clients étaient essentiellement des collectivités territoriales que j'avais la chance de bien connaître.
Voilà. Et puis est arrivé par-dessus, je dirais par-dessus tout ça, une opportunité qui est pour moi le programme Copernicus. Donc on va en parler un peu plus loin. Alors, je sais bien, j'imagine aujourd'hui, je sais pas trop quel est le public, mais on doit avoir des gens très spécialisés, très techniques et des gens beaucoup moins. Donc, je suis désolé pour les très techniques, mais je vais peut-être dire des évidences pour ceux qui maîtrisent la technique et l'imagerie satellite. Je vais pas être trop technique, je vous rassure, mais je vais essayer de vulgariser au maximum le discours. Donc l'opportunité Copernicus, ça a été le fait que ce programme spatial donc d'imagerie satellite arrive avec d'énormes avantages, entre autres la possibilité de monitorer un territoire, je vais y revenir, et des images gratuites, ce qui a un peu révolutionné la chose, et entre autres pour les collectivités locales, où il commence à y avoir un intérêt, et on est en capacité aujourd'hui de présenter des modèles économiques qui tiennent debout, on va dire. Donc tout ça venant et aussi, on va dire concrètement améliorer les SIG, amener de l'information dans les SIG. Donc fin 2018, j'ai créé la société MEOS avec un autre associé. Et donc je dirais notre ADN, c'est de créer des services à valeur ajoutée à partir de données géospatiales au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on va croiser souvent de l'imagerie satellite avec d'autres données un peu plus locales. On parlait tout à l'heure de cadastre, je parlais tout à l'heure de cadastre ou de documents d'urbanisme, ce qu'on appelle les PLU, pardon. C'est un exemple. Donc, donc tout ça, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait depuis cette création en 2018 ? Si on regarde un peu notre ligne de vie, on va s'apercevoir qu'on est plutôt, on va dire, bien intégré dans l'écosystème du spatial, puisque donc on a commencé par participer au programme Astropreneur quasiment dès notre création, hein, donc début 2019 nous sommes, donc c'est très récent, hein, début 2019. Ensuite, comme l'a dit Christa, on a rejoint le bâtiment phare du spatial qui est le B612 au contact d'Aerospace Valley et donc sur le district sur lequel on a été accéléré. En juillet 2019, le CNES nous a confié, on va y revenir après, une étude sur les plans climat. Et ensuite, donc, en fin d'été, on a eu la chance de gagner un hackathon sur Copernicus, l'hackathon de Copernicus de Toulouse. On a été sélectionné dans le programme Copernicus Accelerator, qui est un programme de Copernicus, comme son nom l'indique, qui accompagne et accélère 50 startups en Europe. En début 2020, on est rentré dans le réseau ESABIC Sud de France. Et puis, je vais en parler aussi, on a actuellement, tout récemment, eu un projet qui a été labellisé par le SCO, qui est le Space Climate Observatory. Voilà, donc on a notre ligne de vie, c'est celle-ci, je vais revenir un petit peu après dessus. Donc, comme je vous le disais, on a commencé fin 2018 à 2 personnes, avec une première année relativement convaincante, on va dire, en termes de perspective. Aujourd'hui, fin 2020, nous sommes 4 personnes. Concrètement, il y a 2 ingénieurs en télédétection et en traitement de l'imagerie satellite qui sont spécialisés également dans les techniques et puis dans le traitement d'informations géospatiales. On a un business developer qui vient d'arriver aussi et qui, lui, va être chargé de déjà vendre nos produits qui existent. Et puis moi qui suis là essentiellement pour coordonner tout ça, aller être au contact à la fois des clients, mais aussi de nos nombreux partenaires que je détaillerai plus tard. Voilà, on a des perspectives qui sont pour l'instant relativement encourageantes, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de progression pour, on va dire, les 2 prochaines années avec des contrats qui sont déjà signés pour 2021 et certains pour 2022. Alors, avant d'expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait, on va faire d'abord un petit zoom sur les thématiques qu'on essaie de traiter et que l'on traite. Notre plus grosse thématique, elle va être sur la partie climat et environnement. Donc tout ce qui va être résilience par rapport au réchauffement climatique, etc. Donc par exemple, on va avoir des outils qui permettent,
je le détaillerai plus tard, de traiter les îlots de chaleur et plutôt de végétaliser les îlots de chaleur, qui est aujourd'hui quelque chose qui se fait beaucoup dans les collectivités qui ont des plans de végétalisation des centres-bourgs, par exemple, pour atténuer la sensation de chaleur dans des villes qui deviennent de plus en plus minéralisées. On va traiter aussi de énergie renouvelable, qui est quelque chose qui est en train de énormément de se développer. On va traiter d'une autre problématique qui est les réserves en eau, et on va traiter des bonnes pratiques agricoles. Tout ça, je dirais, sur un chapeau climat et environnement. Également une partie sur tout ce qui est aménagement du territoire, puisque je dirais qu'on a un outil qui fait de l'occupation du sol un peu particulier, qui fait de la différenciation entre l'urbain et le rural, mais aussi qui fait une utilisation du sol, plus qu'une occupation du sol, à partir desquels on peut sortir différents indicateurs, comme tout ce qui est densité urbaine, l'artificialisation des sols, la gestion du foncier. Et enfin, on a une branche qui s'adresse, autant les deux premières branches s'adressaient vraiment aux collectivités et aux aménageurs. On a aujourd'hui une branche sur l'agriculture, où on est en train de travailler avec certaines coopératives et avec un partenaire sur tout ce qui est assolement, donc historique d'occupation du sol en milieu rural, pour des coopératives qui ont besoin de connaissances du terrain, et également un gros projet dans l'agriculture biologique. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, nos forces, on va dire, c'est ça fait, on est plusieurs à travailler depuis 15 ans dans cet écosystème-là, que ce soit les données géospatiales ou le spatial en lui-même. On a une très forte collectivité, et j'ai personnellement une très forte connaissance, des collectivités locales. Et avec tout ça, on va essayer d'amener des services très très opérationnels. C'est-à-dire que nous, notre rôle, il est vraiment d'être en bout de chaîne, au contact du client. On est, je dirais que la position préférée pour nous, c'est être capitaliser et industrialiser ce que fait la recherche, pour l'apporter vraiment au bout du bout, c'est-à-dire au bout du client, les derniers mètres, les derniers kilomètres, pour lui faire des solutions très simples, facilement utilisables et à la fois qu'il peut personnaliser. Donc je vais repartir, on va dire, d'un peu plus loin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va dire, les techniques satellitaires et l'imagerie, parce que c'est grâce à ça qu'on construit MEOS et qu'on construit les produits MEOS. Donc aujourd'hui, on peut compter, si je sors la partie défense, 3 techniques satellitaires. Il y a une partie qui sert des satellites, qui sert à communiquer aujourd'hui avec de la téléphonie, mais aussi de l'internet par satellite, par exemple. On a une partie qui va nous servir à nous localiser. Aujourd'hui, on a des GPS dans nos voitures, on en a aussi dans nos smartphones. Demain, voire même aujourd'hui, on a déjà des véhicules autonomes qui ont besoin de se localiser. Donc, on parle GPS, mais on parle aussi Galileo pour tout ce qui est côté Europe. Et la troisième, c'est toute la partie observation de la Terre. Et c'est vraiment dans cette partie-là que nous, on va intervenir, qui va permettre de récupérer des images satellites et donc de les traiter pour faire parler ces images satellites, pour permettre de faire du monitoring dans diverses thématiques. Donc aujourd'hui, on a un peu un avènement de tout ça et un peu une révolution, on va dire, de l'imagerie satellite, puisqu'on a de plus en plus d'images spatiales, avec une démocratisation de l'imagerie spatiale. Les technologies font qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses qui sont très précises, mais aussi des choses qui sont récurrentes et des choses de moins en moins chères. Donc c'est pour ça que la création de MEOS vient un peu de tout ce constat-là. C'est qu'en gros, c'était le moment de faire quelque chose avec tout ça, et entre autres avec le programme Copernicus, que je vais un petit peu détailler après. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise nous essentiellement? Alors on utilise beaucoup d'imagerie satellite. Quelques exemples pour les novices. On va utiliser des données Pléiades, par exemple. Donc Pléiades, c'est une constellation de satellites français du CNES qui aujourd'hui est opérée par Airbus DS. Et on peut dire que ce sont des satellites haute résolution, voire même très haute résolution, puisqu'ils permettent d'avoir une résolution submétrique, c'est-à-dire en dessous du mètre. Donc concrètement, deux choses qui sont distantes de plus d'1 mètre vont être dans 2 pixels différents. Donc on est sur des choses très
très précises. Déjà, ça commence à être très précis. Ensuite, on va utiliser, voilà, ça c'est une image, pardon, Pléiade, où on voit très bien à Doha, au Qatar, la netteté et la précision et les détails vraiment sur l'image. Et ensuite, on va utiliser, par exemple, et surtout, je dirais, le programme Copernicus. Donc, le programme Copernicus, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, c'est un programme qui est piloté par l'Europe et par l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, la NASA version Europe. Donc, c'est une série c'est plusieurs constellations. Il y en a 6. Donc, ici, vous avez Sentinel-1 et Sentinel-2. Aujourd'hui, on va jusqu'à Sentinel-6, qui a été lancé, les premiers, il me semble, en 2015. Et chaque constellation a un rôle. Sentinel-1, par exemple, il fait du radar. Sentinel-2, il va observer la Terre, essentiellement. On en a qui observent les océans. On a une constellation de satellites qui observe l'atmosphère, par exemple. Voilà, et donc ils ont deux avantages. Alors, ils ont, on va dire peut-être un petit inconvénient, c'est que tout à l'heure on parlait de résolution symétrique. Là, on est sur des résolutions, on va dire, allez, généralement à 10 mètres ou 20 mètres de résolution. Quand on utilise Sentinel-2, qui est celui que nous utilisons le plus, on est sur des résolutions généralement à 10 mètres. Donc ça, c'est un petit inconvénient si on veut voir des choses très précises en ville, par exemple. Par contre, ils ont deux énormes avantages, c'est que autant pour les satellites Pléiades, on n'a pas une prise de vue en continu d'images satellites, donc il faut soit espérer qu'il y en a qui existent en archive, soit faire des demandes de prise de vue. Les satellites Sentinel, en gros, ils tournent autour de la Terre et ils prennent les photos en continu, et on a surtout la même photo du même territoire, en gros, tous les 6 jours. Alors effectivement, on peut être amené à avoir quelques soucis si on est dans l'optique parce que il va y avoir des problèmes de nuages, etc. Mais le fait d'avoir cette revisite très fréquente va permettre d'instaurer quelque chose qui n'existait très peu avant, on va dire, qui est, on va pouvoir empiler des images sur le même territoire, et donc cette notion de monitoring qui va commencer à rentrer en jeu. Et puis il y a autre chose qui est quand même très important, c'est ce qui est à gauche, c'est que ces images-là, les images Sentinel, donc sont en accès complètement gratuit, ce qui permet d'avoir des modèles économiques qui commencent à être intéressants, puisqu'il n'y a pas de coût d'achat de l'image, donc après effectivement il y a le coût de traitement. Voilà. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quel est un peu notre métier? On va dire, une des premières utilisations de ces images-là, on va essentiellement parler de l'image Sentinel 2, voire 1, puisque nous, on ne traite pas ni l'atmosphère ni les océans, on est plutôt terre à terre, je dirais. C'est par exemple de la couverture des sols, donc de l'occupation des sols. Ici, vous avez deux exemples où on va interpréter l'image pour, par exemple, sur l'image de gauche, grâce à de l'imagerie Pléiade, détecter des zones de végétation arborée pour détecter les réservoirs de biodiversité. Sur l'image de droite, c'est une occupation du sol, je dirais, classique pour les plus habitués, où on va différencier sur une image et détecter et apprendre donc à détecter par des techniques de machine learning par exemple, sur une image, qu'est-ce qui est des cultures d'hiver, qu'est-ce qui est des pelouses, qu'est-ce qui est des zones urbaines, qu'est-ce qui est de l'eau, etc. Donc notre métier, c'est vraiment de transformer l'image et de faire parler l'image. On est aussi capable de faire de la reconnaissance d'objets à partir d'une image satellite. À gauche, là, vous avez deux exemples. À gauche, par exemple, c'est un champ d'olivier, un champ d'olivier. Donc, on va apprendre, on va dire, au modèle à détecter un olivier, ce qu'est un olivier et ce que n'est pas un olivier. Et ensuite, alors je fais des raccourcis techniques, on est capable donc au modèle de lui faire ingérer une image et il va nous compter les oliviers et nous les représenter. C'est exactement la même chose sur l'image de droite où on est sur un aéroport et au moment de l'imagerie satellite, on est capable de compter assez facilement et assez rapidement le nombre d'avions qui sont stationnés.
Également, ce qu'on peut faire aussi, et ce qui va de plus en plus se démocratiser dans les années qui arrivent, c'est de la 3D et même de la 3D native directe avec les prochains programmes satellites, où on va pouvoir donc faire des modèles numériques d'élévation, des modèles numériques de terrain et regarder les changements un peu sur les territoires. Donc une fois qu'on a fait tout ça, comment nous on a démarré, comment nos idées sont venues. Alors même si on en avait au départ, on a eu la chance que, de par le fait qu'on connaisse bien les collectivités territoriales, le CNES nous a confié, donc début 2019, une étude sur l'apport des technologies, des images satellites sur les plans climat, air, énergie territorial. C'est une étude qu'on a fait en 2019. Donc, je vais détailler un peu ce qu'est un plan climat, air, énergie territorial qu'on appelle plus communément un PCAET. Donc un PCAET, c'est déjà quelque chose qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une obligation pour chaque EPCI. Donc un EPCI, c'est une communauté de communes, par exemple, ou une commune, de plus de 20 000 habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, généralement, même les communes en dessous de 20 000 habitants sont regroupées dans des communautés de communes et qui font généralement toutes plus de 20 000 habitants. Donc, toutes celles-ci ont une obligation, c'est une obligation légale, de faire un PCAET. Un PCAET, c'est quoi? C'est déjà une phase de diagnostic sur le territoire où, à l'intérieur de ce diagnostic, il y a des thématiques qui sont très diverses et très transverses. Donc, ces diagnostics, parmi ces diagnostics, par exemple, on parle du diagnostic énergétique, d'un diagnostic sur la mobilité, par exemple, sur tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, donc c'est souvent comme ça dans les obligations légales, on a une image de son territoire. Derrière, on va se fixer des objectifs, puisque évidemment, l'idée, ça va être de produire de plus en plus d'énergie, de réduire les gaz à effet de serre, d'avoir un rôle sur la séquestration carbone, etc. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on va mettre en place une stratégie territoriale et derrière, on va décliner ça sous un plan d'action. Voilà. Et ce plan d'action-là, on va mettre en place des actions. Et puis ensuite, l'obligation, c'est de suivre ces actions-là et d'avoir une évaluation de ces actions-là pour savoir effectivement si, par rapport au diagnostic initial et par rapport aux objectifs qui étaient fixés dans la stratégie territoriale, les actions ont été concluantes, on va dire. Donc nous, on a analysé ça. Ça veut dire qu'on a pris un PCAET qui était en cours. On a travaillé avec tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les élus qui sont sur le terrain et qui prennent les décisions aussi. On a travaillé avec les techniciens sur le terrain également, mais on a travaillé aussi avec les bureaux d'études ou le bureau d'études en charge du PCAET. Il faut savoir que les collectivités, généralement, n'ont pas la compétence, surtout pour celles qui sont un petit peu rurales, on va dire, elles n'ont pas la compétence et le savoir sur tout ce qui est polluants atmosphériques, gaz à effet de serre, etc. Donc elles s'adossent quasiment toujours, voire toujours, à un bureau d'études. Et nous, on a eu la chance de travailler avec un bureau d'études qui a fait, par exemple, le PCAET de l'agglomération de Toulouse. Donc, qu'est-ce qu'on en a conclu? Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On a remarqué, et c'était un peu je dirais le sentiment ou le pressentiment du CNES quand ils nous ont confié cette étude, que l'imagerie satellite avait été un petit peu oubliée là-dedans et que pouvait être très pertinente. Pourquoi? Parce que dans la partie analyse telle qu'elle est faite aujourd'hui, déjà, on se retrouve avec des données relativement anciennes et relativement hétérogènes. C'est-à-dire que si on est dans le nord de la France, on n'a pas la même disponibilité que si on est dans le sud. Donc il faut avoir la chance d'être au bon endroit. On a des échelles inadaptées, c'est-à-dire que par exemple des fois sur les polluants atmosphériques, on se retrouve avec la même donnée au fin fond de l'Ariège ou de l'Aveyron que dans le centre de Toulouse. Voilà. Donc les élus sont relativement conscients de ça. Malheureusement, il n'y a pas d'autres données qui sont disponibles. Et puis il y a très peu, voire pas d'outils de mesure des plans d'action. C'est-à-dire que quand ils vont mettre en place des actions, les élus, au travers de leur stratégie territoriale, hormis aujourd'hui les bureaux d'études leur fournir un fichier Excel disant oui, j'ai fait cette action ou non, je n'ai pas fait cette action, on n'est pas capable de mesurer si ça a une incidence sur la séquestration carbone, sur les gaz à effet de serre, etc.
Donc la conclusion, c'est un petit peu qu'il y a effectivement des ordres de grandeur, mais pas de diagnostic très précis et surtout pas de suivi, pas d'outils de suivi adaptés. Et ça, c'est vraiment important. Ce qui est important de dire, c'est que tout ça, ça a été partagé par tous, c'est-à-dire que les bureaux d'études, on va dire, ils font comme ils peuvent avec les données qu'ils ont, et les élus, ils font avec les diagnostics qu'ils ont aussi également. Donc, tout le monde est à peu près d'accord, et tout le monde est vraiment d'accord pour dire cela. Donc, qu'est-ce que peut, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait cette analyse critique, qu'est-ce que peut apporter le spatial là-dedans? Le spatial, déjà, il peut amener une homogénéité dans le territoire, puisque les satellites, ils sont capables de prendre le territoire en entier, hein, de balayer le territoire. Il va amener des données spatialisées et cartographiées. Donc, on parlait tout à l'heure de SIG, ça va être plus facile de croiser avec des données SIG. Et puis, ben, grâce à des programmes comme Copernicus, on va avoir une récurrence des images, donc le monitoring du territoire. Donc l'idée, c'est qu'à partir de ça, on va pouvoir créer des outils de diagnostic peut-être un petit peu plus précis que ce qui existe déjà, et puis surtout des outils de suivi des plans d'action. Donc en fin d'étude, ce que nous avons proposé, et ce que c'est les idées que nous avons eues, c'est, on s'est limité à 5, c'est de créer 5 outils qui seraient un peu la boîte à outils pour les territoires, pour les PCAET. Et donc, on a commencé à travailler dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, ce sont 5 de nos outils. Certains sont déjà développés et opérationnels, et certains ne le sont pas encore. Donc, je vais vous les détailler un petit peu plus. D'abord, on a un outil. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils qui font de l'occupation du sol, mais qui sont, je dirais, relativement peu adaptés à ce genre de territoire, parce que l'échelle n'est pas la bonne, parce que on va faire avec des données qui sont pas forcément les mêmes, parce que on va pas avoir la bonne récurrence d'analyse. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir une occupation du sol qui va être différenciée entre du rural, donc tout ce qui est campagne et périurbain, on va dire, et puis du urbain. Concrètement, ça veut dire que l'urbain, on va le traiter avec des données très haute résolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, les données Pléiades. Le rural, on va le traiter avec des données Sentinel, donc à moins de résolution, on va dire. Et puis, on va surtout pas faire les mêmes classes entre ce qu'on va considérer être l'urbain et ce qu'on va considérer être le rural, avec la possibilité d'avoir un rafraîchissement effectivement annuel, voire moins s'il faut. Et puis surtout, ce qu'on va regarder, c'est aussi pas que l'occupation du sol, mais c'est l'utilisation du sol qui au final est plus importante, c'est-à-dire comment le sol est utilisé sur une parcelle, puisque généralement, l'unité, on va dire, de mesure de ces collectivités, c'est la parcelle. Donc, on va utiliser beaucoup de données open data, beaucoup de données SIG, je dirais locales, donc tout ce qui est cadastre, urbanisme, etc. Et puis derrière, on va utiliser effectivement en imagerie satellite tout ce qui est Pléiade et Sentinel. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était relativement important. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'était les îlots de chaleur. On est dans des villes de plus en plus minéralisées, même si on sent que la tendance va peut-être bientôt s'inverser. Et donc, il fait de plus en plus chaud en ville. Cette sensation de chaleur est vraiment importante. Donc, beaucoup de villes et toutes les grandes villes ont ce qu'ils appellent plutôt un plan de revégétalisation ou de végétalisation des centres-bourgs. Donc, ce qu'on s'est rendu compte lors de cette analyse-là, c'est que ces plans de végétalisation, alors à part quelques villes qui sont très avancées, hein, ça existe déjà, ils s'étaient fait un petit peu de manière, je dirais, anarchique ou de manière un peu comme ça vient, je dirais. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un outil qui permet de détecter les îlots de chaleur. Donc ça, on va utiliser des images Landsat, par exemple, qui vont nous donner les températures de surface, de détecter aussi la végétation de manière relativement précise. Donc là, quand on parle de relativement précis, on va parler d'images Pléiades. Et puis de croiser les deux pour aider, on va dire, les collectivités qui mettent en place des plans de végétalisation à faire ça de manière optimale. Et puis, grâce à la récurrence d'analyse, de suivre ça. Donc, je vais m'arrêter, je vais vous faire une petite pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne et puis quelle est un peu la philosophie de nos produits. Je vais vous faire une petite démo sur ce produit-là. Donc l'idée, c'est que nous, on a des cartographies en ligne. Donc ici, vous voyez, c'est un simple lien Internet. Bon, là, c'est une démo avec des fausses données. Hein.
C'est quelque chose de très simple. L'idée, c'est de se dire, cet outil-là, il doit certes servir aux techniciens qui vont peut-être planifier leur végétalisation, mais il doit aussi servir d'outil de discussion avec les élus, voire même avec les citoyens. Donc notre idée, c'est vraiment de faire des outils très très simples, même si derrière, s'il peut y avoir des choses très compliquées. Notre but du jeu, c'est vraiment de faire des choses très très simples parce que ben voilà, ça doit être compris par tout le monde, l'élu, le citoyen, le technicien, etc. Donc ici, on a des outils sur le web, en cartographie web. Alors évidemment, on est en capacité aussi de livrer des fichiers internet, des fichiers géographiques qui peuvent s'intégrer dans les SIG, dans les systèmes d'information géographique. Donc ici, on a par exemple détecté les températures moyennes sur une collectivité. Alors ici, on est dans une collectivité dans le Gers, et on s'aperçoit que donc on a récupéré toutes les données sur les 4 mois les plus chauds d'été, et puis ensuite on a moyenné tout ça. Et donc on détecte effectivement que là où il fait le plus chaud, c'est pas une grande surprise, c'est effectivement un cœur de ville. Donc on se retrouve avec des choses très très chaudes et aussi dans des zones très industrielles parce que très peu végétalisées. Donc une fois qu'on fait ça, c'est déjà un premier indicateur qui parle aux collectivités et aux techniciens. Ensuite, on va détecter tout ce qui est végétation. Donc là, on a utilisé, comme je vous disais, des données Sentinel, des données Pléiades, et on va détecter de manière relativement précise tout ce qui est végétation haute, végétation basse, etc. pour pouvoir déjà voir où c'est végétalisé. Et puis l'idée, c'est de pouvoir croiser les deux. C'est pour dire, OK, mais là où c'est végétalisé, quelle est la température moyenne des îlots de chaleur, et là où ça ne l'est pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un indice où on a mis la proportion de végétation par maille d'îlot de chaleur. Alors vous voyez ici les carrés, ce sont les pixels de l'image la plus limitante, c'est celle des Landsat, donc tout ce qui nous permet d'avoir les températures de surface. Ici, on est sur une précision à 30 mètres. Voilà, donc chaque carré, chaque pixel fait 30 mètres par 30 mètres. Et donc, sur chaque pixel, on est capable de dire la proportion de végétation, c'était 35% ici, avec température moyenne de l'été 2019 de 39 degrés. Et l'idée pour ça, de comment on va aider les collectivités, c'est qu'on va leur dire, là où vous avez le plus d'efficacité, vous aurez le plus d'efficacité à végétaliser, ça va être dans les endroits où, certes, il fait très chaud, mais aussi c'est peu végétalisé. Donc, on va tout simplement faire des seuils pour leur dire, pour leur montrer, voilà ici, tout ce qu'on a mis en rouge, c'est vraiment les endroits où c'est très chaud, et c'est vraiment les endroits où c'est très peu végétalisé. Donc, c'est là où vous aurez le plus de moyens, on va dire, et le plus d'efficacité à avoir des plans de végétalisation. Voilà, donc grâce à ça, ils peuvent mettre en place ces stratégies-là. C'est, pour avoir échangé avec des directeurs de services techniques, c'est à la fois un outil de conciliation avec les élus, mais aussi avec les habitants. Et puis l'intérêt, c'est que s'ils font par exemple un effort sur un quartier qui est en rénovation, je dis celui-là à tout hasard, l'intérêt, c'est que dans 2 ans ou dans 3 ans, on va voir que peut-être si on garde les mêmes paramètres, ce carré-là, il sera plus en rouge. Donc, en fait, ça va pouvoir aider à justifier déjà les résultats, montrer qu'il y a des résultats, et puis justifier aussi les investissements et justifier les actions qui ont été faites sur le territoire, ce qui n'est pas anodin pour un directeur de service technique, voire même pour un élu, de justifier ses actions et justifier ses investissements. Voilà, c'est typiquement dans ce genre de cas que c'est intéressant pour eux. Voilà, donc l'idée c'était de vous montrer, faire un petit zoom, on va dire, sur un produit pour que vous compreniez la philosophie de nos produits. Donc je vais continuer sur les autres produits. On a un autre produit parce que c'est une des premières priorités aujourd'hui dans les plans de climat, c'est l'implantation des énergies renouvelables. Les collectivités qui ont des plans de climat se fixent des objectifs en termes de production d'énergie renouvelable, de pourcentage de production par rapport à l'autre énergie, se fixent des objectifs en termes de mégawatts. Aujourd'hui, le constat, c'est constat fait auprès d'élus et de techniciens, c'est que des élus, déjà, ce sont des élus qui ont des grands territoires à gérer maintenant,
Avant, un élu était élu de sa collectivité qu'il connaissait très bien. Aujourd'hui, il est élu sur sa communauté de communes, voire sur son SCOT, voire sur des strates beaucoup plus grandes, voire sur son agglomération. Il a du mal à connaître son territoire parce que le territoire est, on va dire, humainement trop grand pour qu'on puisse le connaître. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a sur mon territoire? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment on a implanté des panneaux solaires? On va parler essentiellement ici de panneaux solaires. Qu'est-ce qu'il y a eu comme panneaux solaires implantés? Et puis comment ça a évolué? Donc la première chose, c'est faire un état des lieux. Leur dire, voilà, ici, maintenant, aujourd'hui, sur votre territoire, donc on va faire des algorithmes de deep learning qui vont détecter les panneaux solaires qui sont installés, que ce soit sur des toitures, mais aussi sur des champs de photovoltaïque ou autres. Et pour leur dire, voilà, cette année-là, vous avez tant de surface, tant de mètres carrés de panneaux solaires. Il y a 3 ans, ben, vous en aviez tant de moins. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ils se fixent donc des objectifs, comme je vous disais, de production, sauf que aujourd'hui, ben, ils ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas où implanter de manière opérationnelle et de manière optimisée des panneaux solaires. Et en plus, ils se font démarcher, on va dire, par soit des producteurs d'énergie, soit des installateurs de panneaux photovoltaïques. Ils se font démarcher par ces gens-là qui leur montent des projets, sauf qu'ils n'ont pas l'outil pour juger, on va dire, ces projets-là. Donc l'idée, c'est de faire, en gros, au final, de chaque parcelle, quel est un score par rapport à l'optimisation d'implantation du panneau solaire. Et pour ça, on va croiser beaucoup de choses, de l'ensoleillement, certes, mais aussi des données d'urbanisme, puisqu'il y a certains endroits, par exemple, où le code de l'urbanisme nous interdit d'implanter du panneau solaire. Dans une zone à proximité d'un bâtiment historique, par exemple, c'est interdit. On a des zones naturelles, des zones Natura 2000, des SNIEF, des choses comme ça. On va implanter aussi tout ce qui est, on va croiser aussi avec tout ce qui est les données Enedis. Est-ce que on est loin du réseau Enedis? Est-ce que le réseau Enedis qui est implanté à proximité est en capacité d'absorber la charge de mon champ de photovoltaïque, par exemple? On va regarder les modèles numériques de terrain, puisque le photovoltaïque, il vaut mieux qu'il soit pas trop dans une pente, par exemple. Et du coup, on va croiser vraiment toutes ces données-là pour pouvoir donner, on va dire, un poids à et un score à chaque parcelle, et tout simplement classer les parcelles, on va dire, entre ça, c'est une parcelle où c'est très recommandé, et ça, c'est une parcelle où c'est complètement impossible. Voilà. On va mettre, par exemple, les parkings et les zones de voirie, les délaissés de voirie, pardon, qui sont prioritaires, par exemple. On va aussi, par exemple, aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de plus trop transformer des parcelles agricoles en champs de photovoltaïque, sauf si celles-ci, par exemple, ne sont plus utilisées. Donc, on va mettre en valeur toutes les parcelles qui sont en jachère depuis plus de 6 ans, par exemple, parce que là, on sait que potentiellement, c'est possible. Voilà, donc on va croiser tout un tas d'informations pour donner aux élus et aux techniciens un outil qui va leur permettre de dire déjà comment mon territoire évolue, et ensuite, si je veux implanter du solaire, où c'est que c'est optimisé pour le faire. Un autre outil qui est en lien direct avec tout ce qui est climat, ce sont les pratiques agricoles et les bonnes pratiques agricoles. Qu'est-ce que c'est une bonne pratique agricole aujourd'hui? C'est une pratique agricole qui va avoir un impact sur tout ce qui est séquestration carbone, sur tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Une bonne pratique agricole, par exemple, aujourd'hui, c'est entre deux cultures, ne pas laisser le champ à nu, toujours laisser un petit peu de couvert végétal, parce que ça facilite le stockage. C'est aussi ne pas enlever les haies et les bandes enherbées, parce que malheureusement, ça favorise l'érosion des sols, mais aussi c'est des puits de carbone. Voilà. Donc tout ça, par exemple, typiquement, les plans climat, dans les plans climat, les politiques ont une action de sensibilisation auprès du monde agricole sur ces bonnes pratiques-là. Mais leur action aujourd'hui, elle ne peut s'arrêter s'arrête juste au fait d'avoir sensibilisé, d'avoir communiqué vers le monde agricole. Et aujourd'hui, ils n'ont pas d'outils qui permet de voir si effectivement ces actions de sensibilisation, elles ont un impact positif. Est-ce qu'il y a de plus en plus de haies? Est-ce qu'il y a de plus en plus de bandes en herbe? Est-ce que le couvert végétal évolue positivement par rapport aux saisons dernières? Donc l'idée, c'est toujours de créer une cartographie interactive, comme vous l'avez vu, où dedans, on va mêler toutes ces données-là, et puis on va récupérer des données sentinelles, puisque
justement, là, le programme Sentinelle va nous permettre d'étudier toute la saisonnalité, on va dire, essentiellement en partie rurale, pour voir si justement, si ce couvert végétal, on l'a bien laissé, et qui les a laissés, pendant combien de temps, en volume, en surface sur le territoire, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil, voilà, pour les bonnes pratiques agricoles qui ont un lien direct avec tout ce qui est changement climatique. Et le dernier, c'est la gestion des risques liés à l'eau. Alors là, on parle d'eau pour l'agriculture, pour l'arrosage. Le constat qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, déjà les scénarios sont plutôt unanimes pour dire que dans le futur, on va avoir de plus en plus de pluie l'hiver, on va dire, sur les zones sur les périodes automne et hiver, et de plus en plus de sécheresse sur les périodes d'été. Donc déjà, il va falloir essayer de ne pas s'inonder. Et puis, il va falloir essayer de stocker l'eau qui va tomber pendant les périodes de pluie pour pouvoir en profiter lors de l'arrosage pendant les périodes d'été. Donc, on s'aperçoit que là aussi, les acteurs du territoire ont une relativement mauvaise connaissance de leur territoire. Tout simplement, ils sont incapables, sans parler de volume, mais de connaître les tendances d'évolution de leur surface en eau au cours des années. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, au 20 juillet, par exemple, j'ai tant de surface en eau. L'année dernière, j'en avais moins. L'année avant, j'en avais plus. Pourquoi? Est-ce que le climat a changé? Est-ce qu'on a eu des mois qui ont précédé qui ont été plus chauds? Ou est-ce qu'on a transformé notre agriculture? On fait peut-être moins de maïs, qui est très consommateur d'eau. Donc on est déjà dans cette transformation agricole-là qui va forcément arriver. Voilà. Et ensuite, donc, si on doit implanter d'autres réserves d'eau, où c'est qu'on peut les implanter? Dans des zones, certes, qui sont peut-être inondables. Il faut regarder le modèle numérique de terrain pour voir éventuellement comment on peut les implanter, où sont les autres réserves d'eau, etc. Donc là, c'est vraiment un outil qui permet déjà d'avoir un historique sur les réserves en eau, et puis essayer de prévoir et d'anticiper un petit peu tout ça en croisant avec l'occupation du sol et autres. Donc voilà, ça c'était nos 5 outils. Les 3 premiers sont complètement opérationnels. Et les 2 autres, on va entre autres les développer, puisqu'on a la chance d'avoir un projet qui est labellisé SCO. Alors le SCO, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Space Climate Observatory. C'est une initiative qui est mondiale et qui est portée en France par un consortium très, très gros, on va dire, où il y a dedans, entre autres, Météo France, l'IGN, le ministère de la Transition écologique, et j'en passe, et qui est piloté par le CNES en France. Et donc, actuellement, il y a par exemple un appel à manifestation d'intérêt pour des projets SCO qui vont être labellisés sur cette vague, on va dire. Et nous, on a la chance d'avoir un projet SCO qui a été validé et qui a été labellisé lors de la première vague de labellisation. Ce projet SCO, il est sur un territoire qui est le SCOT du Gers. Le SCOT du Gers, c'est 4/5 du Gers, donc c'est un département assez rural qui est proche, qui est juste à côté de Toulouse et qui frôle, on va dire, Toulouse. Donc, ça représente une surface relativement importante. Et donc, on va travailler. Quand je dis on va travailler, c'est parce qu'on va commencer le mois prochain, très concrètement, avec le SCOT, avec tous les élus du département et avec tous les techniciens également, puisque dans ce SCOT, il y a beaucoup de PCAET. Et si on va travailler sur 3 thématiques, donc l'implantation des énergies renouvelables, parce que c'est une thématique très prégnante chez eux et comme partout. Et puis ensuite, on va travailler, donc c'est un territoire un petit peu rural, donc on va travailler 2 thématiques plutôt agricoles dont je vous ai parlé. C'est les bonnes pratiques agricoles et la gestion des réserves en eau. Donc pour nous, c'est important de le travailler, on va dire déjà avec un territoire, puisque ça nous permettra d'avoir les besoins et puis de bien calibrer nos outils par rapport réellement aux besoins. Et enfin, un dernier projet que l'on a, et que l'on va commencer à traiter, c'est dans la certification en agriculture biologique, chaque agriculteur qui va avoir ses produits labellisés agriculture biologique doit faire appel à un organisme de certification
qui va en gros vérifier qu'ils respectent bien les lois. Et nous, on travaille sur un sujet qui va être financé par l'ESA en début d'année, sur des indicateurs qui permettent de faire augmenter, on va dire, la fiabilité de ces analyses-là, puisqu'il y a des choses qu'on peut difficilement regarder. Et puis, dans le bio, c'est un petit peu le marché de la confiance. Donc, plus on aura des produits fiables, plus les consommateurs auront confiance dans les produits, plus le bio va se développer. Mais il y a déjà des objectifs qui sont très élevés dans le bio et entre autres dans le Green Deal. Donc nous, comment on marche en termes de business model, pour aller très rapidement là-dedans? On a deux façons. On a une façon qui est comme tout le monde, où on peut travailler sur des projets de développement personnalisé, et tout ce qui est les produits qui sont pas sur étagère, mais qui sont déjà en production, comme îlots de chaleur, comme que je vous ai montré, végétalisation des îlots de chaleur ou énergie renouvelable ou occupation du sol. On travaille avec sur un modèle où on a une première année de mise en place où on va venir récolter toutes les données, que ce soit des données satellites, mais aussi beaucoup de données in situ qui vont nous être fournies par le client ou bien qu'on a en open data. On va traiter toutes ces données-là, on va créer forcément les livrables, vous en avez vu un, mais on peut faire aussi, on édite des rapports statistiques, on peut donner des fichiers standardisés pour l'implantation dans notre SI ou SIG, et puis après on a la partie mise en place, et puis après on a une deuxième année et plus où on va faire la mise à jour tout simplement des données, avec certaines données open data ou locales qui auront changé, et puis évidemment toutes les imageries satellites. Donc, on a travaillé aussi un petit peu notre marketing et notre communication. On est présent sur Internet avec notre site. On a un compte Twitter. On a aussi un compte LinkedIn. Et puis, on a standardisé des fiches produits. On a beaucoup de partenaires. On a nos partenaires de développement. On a parmi ceux-là, on peut voir, il y a des partenaires financiers comme BPI, évidemment. Il y a des partenaires commerciaux qui vont maintenant commercialiser nos produits. Je pense à Sogefi, informatique, ingénierie géomatique, qui est une société toulousaine qui est implantée dans les collectivités, qui vend des logiciels SIG, des plateformes SIG qui intègrent aussi nos données. On a Eco2 Initiative, qui est le bureau d'études avec qui on a travaillé sur les PCAET, qui est ravi de l'étude et des travaux qu'on a fait, et qui maintenant aussi est en capacité de proposer nos outils. On a Atos, qui est quand même, je dirais, une très très grosse boîte, une très très grosse société au CAC 40 qui distribue aussi, qui va distribuer aussi nos produits. Donc ça, c'est nos partenaires commerciaux, on va dire. Et puis forcément, on a Aerospace Valley qui nous aide depuis le début, et qui même nous accueille. On est membre de ESABIC aussi, et comme je le disais, on a fait partie du programme Copernicus Accelerator. Et enfin, Odanis, qui est un partenaire qui fait de la transition, du conseil en transition digitale auprès des coopératives agricoles, avec qui on travaille justement sur les coopératives agricoles. Côté technique, on est beaucoup aidé, on se fait valider beaucoup de choses par le CNES, sur tout ce qui est on va dire imagerie satellite. On travaille aussi avec l'Agence spatiale européenne, IGEO, qui est une société qui fait de la 3D du côté de Nîmes, et puis Atos aussi, essentiellement pour la partie infrastructure et accès à la donnée. Donc à court terme, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que fait MEOS? Il y a le projet SCO, comme je vous disais, qui est sur SCOT de Gascogne et qui va se lancer fin 2020, donc c'est le mois prochain. On a la vente de nos produits déjà qui existent déjà, et plus ceux qui vont venir compléter la gamme aux collectivités et aux aménageurs. Alors j'ai beaucoup parlé des collectivités locales, mais ce n'est pas que c'est certes notre premier segment de marché, mais on en a d'autres. Quand on parlait du produit sur les énergies renouvelables et les panneaux photovoltaïques, évidemment qu'on va adresser aussi les fournisseurs d'énergie, les producteurs d'énergie, pardon, et les fournisseurs de panneaux solaires, par exemple. Ensuite, on a notre projet sur l'agriculture biologique qui devrait démarrer en 2021. Projet R&D, parce qu'on aime toujours avoir des projets R&D. On a toujours une part, je dirais, de chercheurs qui dort en nous, mais pas trop. Donc, on aime bien toujours faire des projets R&D, et on devrait en avoir, si tout va bien, l'année prochaine.
Et puis le travail au quotidien, c'est de pérenniser MEOS et de faire agrandir MEOS. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Et puis maintenant, j'attends vos questions en direct ou relayées par Christa. Eh bien, écoute Thomas, excuse-moi peut-être pour le temps de latence, je parlais toute seule dans mon micro. Merci infiniment, c'était très très intéressant. C'était une vision très concrète, très opérationnelle des problématiques des territoires, de leurs besoins en outils et intelligents qui leur donnent vraiment de l'information à la fois précise et continue, leur permettent de piloter leur politique, notamment sur les plans climat. Donc merci, c'était très 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 précis, très très intéressant. Je vois une main levée chez Valérie. Eh bien, écoutez, je vais vous permettre de poser la question en direct. Je vais essayer de bien déverrouiller les micros de mon côté. N'hésitez pas à le faire du vôtre et à poser la question à Thomas en direct, Valérie. N'hésitez pas. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas toujours évident, mais a priori, vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez eu la capacité d'ouvrir votre micro de votre côté? Moi, je n'ai pas entendu de questions. Je t'entends Non, qu'à moi toi. non plus. Mais elle me dit que j'ai vu une main levée et j'ai une question écrite qui me dit qu'elle souhaiterait poser la question directement. Donc n'hésitez pas, Valérie. Alors après, c'est peut-être des problèmes techniques. C'est pas toujours simple, mais normalement, ça devrait fonctionner. Au pire, il faut écrire la question. On la relaiera. Enfin, tu la Écrire la relairas question. peut-être. C'est toujours faisable également. Mais c'est toujours. C'est plus dommage. Mais normalement, vous pouvez le faire. Hein. En attendant que... Ah, elle n'y arrive pas, Valérie. Bon, c'est étrange. Ça devrait fonctionner. Là, je vais avoir un petit souci, c'est que je ne vois pas comment je peux faire plus que ce que je fais juste là. Est-ce que peut-être elle peut t'envoyer directement la question et tu peux la poser? Oui, si vous pouvez, Valérie, prendre le temps de l'écrire et puis je la donnerai à Thomas. Et puis, peut-être qu'en j'aurais compris pourquoi le système ne fonctionne pas. Mais a priori, ça devrait fonctionner par écrit. Je vois ce que vous m'écrivez. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a aussi d'autres questions qui vont arriver? Thomas, toi, Ah, voici la question. Question de Valérie. Donc, est-ce que vous avez des contacts avec des labos de recherche dans le spatial? Oui. Alors, oui, dans le spatial. Alors, le premier contact le plus naturel qu'on a, c'est avec le labo Observation de la Terre du CNES, qui nous aide, je dirais, naturellement et aussi dans le cadre des ABIC, pardon. Et puis ensuite, on cherche effectivement à développer ces contacts. On est en contact avec le CESBio actuellement, donc qui est sur Toulouse, qui est plutôt orienté sur l'agriculture. Mais voilà, c'est vraiment, on souhaite aujourd'hui développer ce genre de contact-là, puisque on estime que notre place, je l'ai un peu déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être, je dirais, entre la recherche et le client final. Et il y a beaucoup de choses qui se font en recherche, mais qui derrière ne sont pas industrialisées, parce que c'est normal, c'est pas le métier de la recherche. Pourtant, c'est des mines d'or. Il y a beaucoup de recherches, de thèses, de choses comme ça qui sont faites. Et on est en train actuellement de réfléchir effectivement à travailler avec le CESBio, voire peut-être avec d'autres, sur des sujets de thèse qui auraient vraiment vraiment un intérêt à être industrialisés pour des clients. On a aussi discuté avec l'Observatoire Midi-Pyrénées, par exemple, sur des sujets des problématiques de pollution de l'air et autres. Donc voilà, nous, on estime, on n'est pas des chercheurs, on est plutôt des industriels, qui ont quand même tendance on aime bien chercher, hein, on va dire. Mais par contre, on ne veut pas réinventer des choses qui existent et il n'y a pas de meilleur, je dirais, puits de connaissances que les labos. Donc notre métier, moi je le définis vraiment, notre rôle, je le définis vraiment être le chaînon manquant, je dirais, entre
les labos de recherche et le client final qui a besoin de services opérationnels. Merci. J'espère avoir Petite répondu à question la question. également. Si, je pense que oui. Et il y avait une autre question de Valérie, c'était est-ce que vous travaillez sur d'autres territoires que le Gers? Est-ce que tu es très localisé sur la région Occitanie ou enfin au-delà du Gers évidemment? Ouais. Et si oui, tu aurais d'autres exemples un peu pour nous Alors communiquer? on est par exemple, on démarre un projet là, alors c'est encore Occitanie. On démarre un projet avec la communauté de communes de la Save-aux-Touches, donc où il y a Plaisance du Touche par exemple, voilà, sur des sur 3 thématiques. Donc on va démarrer avant la fin de l'année. Alors évidemment, on a eu nous le double effet Covid, où on a été impacté comme tout le monde. Et pour nous, ce qui a été très compliqué, c'est que les élections municipales ont été repoussées. Donc, on va dire que en temps pré-élection, il se passe pas grand-chose malheureusement au niveau décisionnel. Donc, on a dû attendre que les élections municipales soient passées pour, on va dire, repartir et rediscuter avec les collectivités. Mais là, on démarre un projet avec la communauté de communes de la Save-aux-Touches, effectivement sur 3 thématiques. Et ensuite, on est en contact avec aujourd'hui plein d'autres collectivités que ça dépasse l'Occitanie. On n'a rien de concret de signé, mais on n'est pas loin d'en signer. Et on a même des contacts aujourd'hui, grâce à des programmes comme Copernicus Accelerator ou autres, à l'étranger. Et on a bientôt des réunions, on va dire, des premières réunions à l'export. Nos outils, ils ont été faits dans un but d'être complètement exportables. Là, j'ai fait un gros zoom sur PCAET, mais l'équivalent du PCAET, il existe le même dans à peu près tous les mêmes pays européens. Et on a malheureusement, je dirais, tous les territoires ont à peu près les mêmes problématiques. Donc oui, on a ambition d'aller à l'export. Maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut d'abord faire preuve chez soi, sur son terrain, on va dire, qui est la France à minima, notre premier terrain de jeu. Et c'est vrai que par facilité, par connaissance, on a commencé à être en proximité de Toulouse. Mais maintenant, voilà, on commence à avoir des outils qui sont commercialisables. Donc le but, c'est de vite faire sauter toutes les frontières, que ce soit départementales, régionales, voire nationales. Très bien, merci beaucoup. Merci Thomas pour ces réponses et puis les remerciements évidemment de Valérie qui sera ravie de te rencontrer prochainement et de te contacter. Voilà. Apparemment, c'est presque déjà fait, si j'ai bien compris. C'est prévu. C'est super. Je suis ravie de voir que la connexion est en route. En tout cas, moi, je voulais te féliciter parce que même si c'est peut-être pas mon job, mais voilà, c'est une belle société. Vous avez commencé à peu de personnes, comme tu l'as rappelé, 2 personnes. Vous grandissez. Vous avez démontré votre capacité et la pertinence de vos produits, de vos solutions. Donc, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de succès et je sais que c'est déjà en cours. Donc, voilà, on a des exemples concrets d'usage du spatial pour répondre à des questions très concrètes d'aménagement du territoire. Et votre société MEOS est un très bel exemple de société qui a su se mettre en action pour répondre à ses besoins et à ses problématiques. Donc, bravo. Et je vais certainement conclure ce meetup sur ces félicitations puisque je vois que d'autres questions n'apparaissent pas. Merci à toi déjà, et puis merci à l'ensemble Aerospace Valley parce que vous avez bien tenu la main pour apprendre à marcher et vous continuez à nous tenir la main et à nous pousser pour qu'on apprenne à courir. Donc, écoutez, on est là pour ça et en tout cas on est ravis que ça fonctionne. Donc bravo et merci pour ce meet-up et cette présentation encore une fois qui était très claire et très inspirante. Merci à vous. À bientôt, oui, merci. Et on se donne rendez-vous à jeudi prochain. Ce sera là une logique de recrutement. Comment recruter des acteurs, des collaborateurs dans tous les secteurs du spatial. Donc, un très grand écart que la société HE Space se fera un plaisir de vous présenter. Merci Méos, merci Thomas. Très belle journée. À bientôt. Merci, au revoir.